numérique et accompagnement des enfants en période de pandémie. Les témoins qui seront présents sont 3 professionnels de l'Institut national des jeunes aveugles. Madame Christine Simon du CTRDV qui devait être accompagnée par Gaëlle, qui est ergothérapeute, qui est absente pour raison de santé. Et nous avons également la chance d'accueillir Madame Pilar Rodriguez qui représente la NPEA. Alors, je vous invite à vous présenter. Peut-être, Julien, pouvez-vous vous présenter? Et puis, Stéphane, puisque vous êtes ensemble. Très bien. Donc, moi, je suis donc Julien Berthier, professeur à l'Institut national des jeunes aveugles depuis maintenant quelques années, depuis 2003. Rien de particulier en plus, sauf que, évidemment, on a été amené à l'occasion du confinement du jour au lendemain, puisque finalement, ça s'est passé le jeudi pour le vendredi. Les élèves étant internes, on les a quittés et inversement, le vendredi soir pour ne plus les voir jusque début juin. Donc, c'est la situation, mais qui n'est pas propre à l'INJA, évidemment, de la brutalité de la mise en confinement a bien sûr modifié et entraîné des réflexions et des modalités particulières, forcément. D'accord. Vous êtes professeur d'histoire-géographie, hein? Vous ne l'avez pas précisé. précisé. Oui, je n'ai pas précisé, pardon, effectivement, voilà. professeur d'histoire-géographie, oui, tout à fait. Stéphane, vous pouvez vous présenter? Bien sûr, bonjour à tous et bonjour à toutes. Stéphane. Stéphane Hague, professeur de bureautique à l'Institut depuis un petit peu moins longtemps que mon collègue de droite, depuis 2006. On peut repréciser peut-être ce que signifie enseigner la bureautique. Ça signifie donner à tous nos élèves un outil de travail de manière à ce qu'ils puissent être autonomes pour leur scolarité, mais bien au-delà dans la vie professionnelle et personnelle. Ce qui signifie des cours, j'aurai l'occasion d'y revenir, je pense, de la 5e à la terminale approximativement, à raison d'une seule heure par semaine. Ça, il faudra le souligner parce que ça revêt une importance particulière. D'accord. Olivier? Bonjour, donc je suis Olivier De Vera, instructeur à Navigi depuis janvier 2020 et à l'INJA depuis 2008 en tant qu'éducateur spécialisé. Très bien. Voilà. Christine Simon du CTRDV. Oui, bonjour, je suis Christine Simon, je suis instructrice de locomotion depuis l'année 2012. Avant, j'étais éducatrice spécialisée. Et puis, j'interviens auprès d'enfants entre 6 et 20 ans, un petit peu comme à l'INJA, sur la région Rhône-Alpes. D'accord, très bien. L'ancienne région Rhône-Alpes. Pilar, je me permets de vous appeler par votre prénom. Oui, bien sûr. Bien sûr. Voilà, moi, je m'appelle Pilar. Je suis parent d'un enfant aveugle de bientôt 11 ans. Et donc là, aujourd'hui, j'interviens en tant que membre de la NPEA, donc une association des parents d'enfants aveugles, malvoyants avec un handicap associé, qui existe depuis 1964 et qui compte aujourd'hui à peu près un peu plus de 200 parents. Très bien, merci beaucoup. Ce qu'on souhaite effectivement, c'est que vous puissiez nous dire ce qui, pas face à la brutalité de ce confinement, hein, ce qui a pu se mettre en place du jour au lendemain, puisque vous l'avez souligné, ça a été du jour au lendemain qu'il a fallu proposer éventuellement un suivi, ce qui a été possible, pas possible, et puis ce qui peut perdurer au-delà ou ce qui a perduré au-delà de la période de mars à mai. Voilà, je vous laisse intervenir, Julien. Et puis après, on fera peut-être Julien, Stéphane, Olivier et Christine et Pilar pour donner le point de vue des parents sur ce qui a pu se faire. Comment, effectivement, la brutalité de l'événement a fait qu'on a été forcément un peu saisi et avec très peu de temps, parce que dès le lundi, les cours recommençaient d'une certaine façon et beaucoup de professionnels, dont moi, on n'a pas voulu qu'il y ait un temps de latence parce qu'on s'est dit on va perdre le lien avec les élèves assez rapidement sinon. Donc, on a dès le vendredi, dès le week-end même, on a essayé de trouver des solutions d'abord numériques. Ça a été un premier objectif puisqu'il fallait bien garder le lien. Or, il y avait déjà des contraintes techniques. Bon, on y reviendra peut-être plus tard, mais tous les élèves n'ont pas de smartphone, tous n'avaient pas de smartphone, ce qui est toujours le cas. Tous n'avaient pas d'ordinateur forcément, tous n'ont pas forcément de connexion chez eux, etc., etc. Donc, il a fallu vite réfléchir à des solutions. Bon, je reviendrai peut-être plus tard sur les solutions techniques où Stéphane développera mieux que moi ça, mais
Mais en tous les cas, rapidement aussi, et dans le même temps, c'est poser la question rapidement de qu'est-ce que ça veut dire la classe à la maison. Est-ce que ça a un sens de cette appellation-là, justement? C'est-à-dire qu'est-ce qui est encore classe, qu'est-ce qui fait encore groupe, qu'est-ce qui est encore possible d'un enseignement où justement la classe est une interaction entre élèves dans un dispositif où les élèves sont les uns à côté des autres précisément, et avec un enseignant, médiateur, ce que vous voulez. Mais du coup, c'est bien cette interaction sociale qui fait la classe. Or, à la maison, avec un dispositif éparpillé d'élèves, forcément, et séparé, même s'il y a un outil où on peut communiquer, mais la communication ne se fait pas du tout de la même façon forcément. Rapidement, on a essayé, enfin moi j'ai essayé de me dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de garder du sens dans l'activité classe, que ce soit au niveau d'abord de la prise en compte et de la prise dans l'information du document. Quel document envoyer? Est-ce qu'on reste sur les mêmes documents ou pas? Comment les faire participer? Comment laisser de la place justement à ce que cette interaction-là puisse continuer, ce qui n'est pas facile aussi. Quelle production? Est-ce qu'on va rester sur les mêmes modalités de production d'élèves ou pas? Donc voilà, la classe à la maison, c'est une appellation, je dirais, un peu cosmétique et justement, clairement, la classe à la maison, c'est presque un contresens. Hein. Enfin, je veux dire, en tout cas, à mon sens, c'est un contresens, mais il a bien fallu se faire en tous les cas à la situation. Donc, partant de ça, ce que j'ai essayé de mettre en place, c'est des séquences, par exemple, où on pouvait essayer d'enrichir la représentation des élèves, parce que habituellement, c'est un professeur qui alors évidemment, il y a du document, il y a du texte, il peut avoir recours à de l'audio, etc., mais moins longtemps. On ne va pas regarder sur une séance d'1 heure un film qui va durer 1h30. Pour le coup, ce n'est pas possible. Les élèves, si on leur demande par ailleurs de le faire, c'est compliqué. Donc, je veux dire, l'enseignant dans la classe fait vivre la matière, lui donne chair. Or là, même s'il y avait un lien par le téléphone, etc., mais c'était quand même très appauvri, ce lien-là, cette capacité ou cette possibilité qui est donnée aux professeurs habituellement de faire vivre la matière. Donc, moi, j'ai essayé de trouver un maximum. Ça a pris énormément de temps. Ça a pris du temps pour filtrer un petit peu ce qui pouvait être exploitable en termes de ressources audio, ressources multimédia, etc. Et j'ai présenté, par exemple, toute une séquence sur la Révolution française à partir d'un film où il y a beaucoup de dialogues, il y a beaucoup de situations. J'ai minuté toutes les séquences du film. Donc, c'est un temps avec les moments qui se passent et pour qu'ils puissent se mettre sur le temps précis et avec des questions, vous voyez, c'est vraiment précise, minutées, en lien avec des documents écrits pour essayer de rendre vivant un peu plus la matière, étant entendu que le film, c'est un support, on va dire, pédagogique, mais ce n'est pas un document historique. Donc, oui, ça pose aussi des questions d'un point de vue, je dirais, de la matière malgré tout. Mais on a essayé d'apporter un maximum d'enrichissement par ce genre de ressources. Vous avez noté la notion de groupe? Du coup, vous avez pu maintenir un travail de groupe ou ça a été essentiellement un suivi individuel? Non, alors moi, comme ils sont en petit effectif, on a pu garder des classes du groupe classe initial. D'accord. Ce qui posait la question d'avoir tous le même outil. Voilà. Et d'être là tous ensemble. Et les mêmes documents et la même capacité à prendre ensemble l'information dans les documents. Sauf que, vous voyez, donc, il y a des élèves, par exemple, s'ils ne sont pas outillés, il fallait faire parvenir en braille, papier, imprimé, etc. Par exemple, ce qui n'était pas évidemment aisé. Inversement, si on envoyait un document sur un ordinateur, mais où l'élève n'a pas l'ordinateur, puisque de toute façon, on l'envoie par mail, d'accord, donc en numérique, s'il y a un EasyTime, il fallait que quelqu'un fasse l'interface, et encore faut-il qu'il y ait quelqu'un à la maison pour faire l'interface entre l'ordinateur et l'EasyTime. Donc, ces questions. Et qui faisait l'interface? Souvent, c'est la famille qui fait le lien, la famille, l'oncle, le frère, la sœur, etc. C'est forcément, ça c'est clair. Donc, ça, c'est parmi les freins, on va dire, forcément, l'étayage familial, l'environnement de l'élève en situation de confinement, elle est absolument primordiale, clairement. Donc, il y a un aspect positif, c'est que les familles se sont beaucoup plus qu'habituellement engagées
dans l'apprentissage. Moi, j'avais des familles qui écoutaient en même temps que l'élève le cours, qui soufflaient les réponses à l'élève, par exemple. Mais en dehors de cet aspect-là un petit peu rigolo, en tous les cas, il y a eu vraiment du coup une participation, un appui, et les élèves rendaient rendaient le travail beaucoup plus régulièrement, beaucoup plus. Donc, de ce point de vue-là, il y a eu de l'enrichissement, il y a eu de l'engagement globalement des élèves, clairement, mais ceux qui n'avaient pas cette possibilité-là, associés parfois à des difficultés matérielles, logistiques, etc. Bon, ben là, on était vers du décrochage scolaire. Donc, il y a clairement, ça a été quand même un accélérateur d'inégalité scolaire. Et pour la difficulté scolaire, qui est quand même une grosse problématique de nos élèves à l'Institut, des élèves qui sont quand même en difficulté scolaire globalement, ça a été une vraie perte. Voilà. Donc, nous, on a essayé, moi j'ai essayé de mettre en place, je vous dis, des séquences qui un peu changeaient des modalités usuelles, mais en même temps, c'était très difficile de révolutionner ça, parce que la situation même de l'enseignement à des déficients visuels, le sens même d'une pédagogie adaptée à des déficients visuels, c'est la proximité avec le professeur. C'est parce que c'est le tactile. Donc, guider à distance quelqu'un sur un document en relief, une carte, un croquis, un schéma, c'est juste impossible. Moi, je ne vois pas où est ses mains. Par définition, il ne peut même pas lui savoir exactement s'il se trompe ou s'il ne se trompe pas, parce qu'il apprend, il découvre. Donc, je veux dire, c'était tout ce qui était de l'ordre de l'exploration tactile à distance et l'exploration donc de documents tactiles, donc dans nos matières géographie, histoire, etc. Donc, la géographie, j'avais décidé de la mettre de côté en attendant la reprise des cours. Donc, ce qu'on a fait à partir du mois de juin seulement, mais pendant tout le confinement, on a fait essentiellement de l'histoire et en se privant des documents reliefs, des DER habituels. C'est pour ça que j'ai essayé d'alimenter un maximum avec des reportages, de l'audio, où là, les enfants, en plus, avaient le temps de les regarder, ce qui n'est jamais le cas vraiment en semaine ou, vous voyez, en temps ordinaire. C'est pas faisable. Donc ça, de ce point de vue-là, il y a une forme d'enrichissement, mais en même temps, voilà, d'appauvrissement, clairement. Le frein essentiel que vous constatez, c'est la problématique de l'accès aux outils tactiles, supports pédagogiques adaptés, qui n'étaient pas dans le contexte exploitable. Pas exploitable, voilà, c'est ça, exactement. On va du coup laisser Stéphane évoquer ce qui a pu être fait en formation à distance par rapport à la maîtrise des outils bureautiques, puisque c'est votre mission à l'INJA, compte tenu du contexte qu'on a décrit déjà tout à l'heure, la rupture brutale de lien avec les élèves. Donc, comment les choses ont pu se faire ou quelles difficultés vous avez pu rencontrer par rapport au suivi de vos élèves? Comment les choses n'ont pas pu se faire. Je remercie mon collègue de m'avoir trouvé une transition toute faite, puisqu'il a dit précédemment que lui avait pu travailler en groupe. Eh bien, c'est tout à fait le contraire pour moi. Déjà, il me faut expliquer ce que sont les cours de bureautique et le contexte. Ils commencent en 5e à l'INJA. Pourquoi ? Simplement parce qu'ils ne peuvent pas commencer plus tôt. Les cours de bureautique sous-entendent une maîtrise du clavier et donc un apprentissage de la dactylo qu'il faut anticiper à N-2, c'est-à-dire 2 ans avant de pouvoir commencer la bureautique. Les élèves, dans l'idéal, commencent la dactylo en CM2, ce qui nous laisse la 6e, puis la 5e pour pouvoir amorcer l'apprentissage de la bureautique. Ça n'est pas toujours le cas puisque des élèves arrivent en cours de scolarité et là, ça pose problème. Quand ils arrivent en 5e, ça doit être retardé puisqu'il leur faut apprendre à maîtriser le clavier avant que de pouvoir maîtriser l'ordinateur. Ce que je souhaitais dire, c'est qu'on demande aux élèves en bureautique nombre de compétences assez tôt et que, en termes de cours, en fait, lorsqu'on est à distance, il y a des outils différents. Les élèves n'ont pas d'équipement, ne sont pas équipés de la même manière à la maison. Un élève lambda est équipé de JAWS, un autre va être équipé de NVDA. Donc, travailler en groupe, pour ces raisons-là, c'est purement et simplement impossible. Donc, il faut de surcroît pouvoir… ce sont des cours où la pratique intervient beaucoup.
Donc, il va falloir pouvoir être en mesure d'examiner ce qu'ils font, s'ils le font bien, comment ils le font. Est-ce qu'un élève manie correctement sa plage braille? Est-ce qu'il se sert des bons procédés? Est-ce qu'il emploie les bonnes procédures pour lire? Ça, c'est tout simplement impossible à faire à distance et de surcroît en groupe, dans la mesure où les élèves ont des outils différents. Donc, une des limites que vous avez pu constater lors de ce confinement, c'est que le suivi et les acquisitions techniques que vous devez proposer à vos élèves nécessitaient que ce soit plutôt une prise en charge individualisée, ce qui n'est pas très surprenant face à la maîtrise des outils. Donc, après, ce que vous faites peut-être habituellement dans un groupe restreint n'était pas transposable dans une visio à distance, parce que j'imagine que vous devez à certains moments prendre éventuellement la main sur les outils, et donc ça ne peut pas se faire pour un groupe, ça doit être individualisé. C'est ce que vous avez pu constater. C'est ce que j'ai pu constater. De surcroît, un groupe sous-entendrait qu'il me faut entendre toutes les synthèses vocales à la fois dans le casque. Donc, qui fait quoi? Impossible de le dire, alors qu'en cours, même en groupe, il est possible, par rapport à la place où se situent les élèves, de les resituer et de voir d'entendre ce qu'ils font. Là, vous avez tout qui arrive dans le casque à la fois, c'est purement et simplement impossible à contrôler. Ce qui oblige, dans de telles circonstances, à ne faire des cours qu'en individuel et à demander à l'élève de suivre certaines procédures afin d'entendre la synthèse et de lui demander comment il pratique pour éventuellement le recentrer. Mais ça ne peut s'appliquer qu'à partir de la seconde ou de la première, dans la mesure où, auparavant, pour la troisième, la quatrième, etc., d'une part, les élèves ne sont pas forcément encore équipés à la maison. D'autre part, s'ils le sont, ils peuvent l'être avec des bloc-notes, par exemple, et là, ça devient impossible. Et en dernier lieu, ils ne sont pas toujours compétents, justement, pour être en mesure d'établir des connexions ou autres. Ce qui fait que, très clairement, ces cours ne sont envisageables qu'à partir d'un certain niveau de classe et de compétences. D'accord. Ce que vous avez pu constater, c'est que les prérequis pour pouvoir suivre un enfant ou un ado en individuel dans la bureautique nécessite déjà qu'il y ait des compétences techniques, la maîtrise du clavier à minima, des outils et également un minimum de maîtrise pour que vous puissiez transmettre un certain nombre de choses à distance. C'est exact. Et c'est pour cette raison tout à l'heure que j'ai dérivé sur les emplois du temps, parce qu'une heure de bureautique par semaine, eh bien, cela paraît insuffisant dans la mesure où les compétences exigées pour poursuivre les cours à distance, eh bien, sont assez hautes. Et on n'a pas le temps de tout voir de manière à être capable, à un moment donné, de pouvoir être autonome. Donc, il faudrait, dans l'idéal, multiplier les cours, je veux dire le nombre d'heures hebdomadaires plus tôt, afin de pouvoir monter rapidement en compétences et être en mesure de dispenser les cours en cas de reconfinement, on va dire. D'accord, très bien, merci. Je passe la parole à Olivier qui, lui, est intervenu en tant qu'AVGiste, enfin, a développé des nouvelles pratiques, hein, si j'ai bien mémoire de ce qu'on s'est dit pour préparer cette table ronde. Donc, je vous laisse la parole. Oui, effectivement, mais vu que tout est arrivé de manière assez brutale, j'ai essayé à mon niveau de m'adapter un petit peu à tout ça. Donc, moi, j'avais pour habitude de faire des ateliers cuisine le mercredi après-midi à l'INJA, normalement. Donc, sous la casquette d'éducateur spécialisé, mais ça a son importance pour la suite. Donc, vu qu'évidemment, en temps de confinement, tout avait été annulé, donc je me suis dit qu'il devait y avoir moyen de prolonger ces ateliers cuisine d'une autre manière. Donc, je me suis dit que le format podcast pouvait évidemment répondre à ce genre de choses. Et du coup, je me suis lancé dans l'aventure podcast en prenant des recettes, en piochant à droite à gauche. Et avec l'aide de mes collègues à distance AVGistes, voilà, j'ai fait les petites adaptations, les petites indications vocales qui ont pu permettre justement à chacun de réaliser des recettes, de pouvoir être accompagné un petit peu par leur famille aussi, parce que moi, l'objectif était double. C'était qu'ils puissent continuent de faire de la cuisine comme un ninja, mais en étant accompagnés quand même par le biais de leur famille. Puis voilà, la cuisine, on le sait tous, ça favorise la convivialité, ça crée du lien. Donc tout ça, c'était évidemment intéressant pour moi aussi. Et donc du coup, j'ai fait le test avec une recette, avec deux, et puis la mayonnaise a bien pris, sans mauvais jeu de mots. Et puis du coup, on a fait pas mal de recettes, et j'avoue que mes collègues AVGistes m'ont bien aidé aussi, parce que j'étais au début de ma carrière d'AVGiste, donc j'ai été diplômé en 2020, et du coup, j'avais pas forcément encore tous les réflexes professionnels, les bonnes manières d'adapter les choses, donc
On a beaucoup travaillé par mail avec les collègues, on s'est pas mal concerté et puis ça aboutit à une quinzaine ou une vingtaine de podcasts. Et là, du coup, je continue même cette année à fournir les podcasts en plus de mes ateliers cuisine, des podcasts qu'on a nommés podcasts AVJZ parce qu'il y a toutes les informations pour que des personnes mal et non-voyantes puissent cuisiner. Voilà. Très bien. Et je crois qu'ils ont été mis à disposition sur le site de l'INJA. Donc, c'est des podcasts qui sont partagés au-delà des personnes qui fréquentent les ateliers d'AVJ, en fait. Oui, on a déconfiné les podcasts et ils sont sur le site de l'INJA. Voilà, ils sont déconfinés aussi et ils sont accessibles sur le site de l'INJA. Dans la barre de recherche, il faut taper podcast et puis il y en a plein, il y en a une douzaine, une quinzaine, je ne sais plus. Et comment ça a été apprécié? Alors, vous dites que ça a eu du succès. Est-ce que vous avez eu des retours? Enfin, les familles, les enfants, les jeunes vous en ont demandé plus? Ils ont apprécié la façon dont c'était fait? Enfin, quel retour vous avez eu? Alors, le retour que j'ai eu, à défaut d'avoir été de la dégustation, ça a été un retour par photo. On m'a envoyé les familles m'ont envoyé des photos de les préparations culinaires qu'avaient fait leurs enfants. Et puis, ils avaient des questions, des suggestions. Ils m'ont renvoyé des recettes pour que je puisse tenter de les faire en podcast aussi. Donc, ça a été assez enrichissant parce que les familles et les élèves ont vraiment donné le change, en fait. Et mine de rien, voilà, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est un vecteur de lien très intéressant. Donc, du coup, voilà, ça n'a pas trop mal fonctionné. Mais après, voilà, ils sont toujours perfectibles. Là, j'aimerais pouvoir arriver à des recettes un peu plus élaborées encore. Mais voilà, c'est pas toujours facile. Il ne faut pas non plus donner trop d'informations vocales pour ne pas perdre les personnes qui écoutent. Et puis voilà, l'enjeu, ça serait de pouvoir les mettre en format DAISY, essayer d'améliorer les choses dans ce sens-là pour que ça soit une accessibilité à 100%. Mais voilà, on est encore en train de voir comment on peut peaufiner les choses et voilà, ils sont encore loin d'être aboutis comme je le voudrais, mais ça viendra. En tout cas, ça perdure et ça a été l'occasion de développer de nouveaux outils, moyens de créer du lien et de la pratique et de l'expérience. Parce que c'était important que les enfants ne perdent pas la main, parce que c'est vrai qu'à la maison, beaucoup étaient avec leur famille, donc beaucoup de familles ont fait à la place d'eux. Mais voilà, moi, l'objectif était aussi qu'ils ne perdent pas la main sur comment on tient un fouet, comment on verse une pâte, donc, tout était autour de tout ça. Voilà, et c'était important qu'ils gardent la main. Vous avez pu, à travers la description que vous faisiez de vos recettes, distiller des conseils rééducatifs, en fait, avoir une approche pédagogique qui permet d'entretenir des compétences et des savoir-faire. Tout à fait. Merci pour ce témoignage. On va passer la parole à Christine Simon, qui a aussi un certain nombre d'expériences à nous proposer, nous présenter. Oui, alors nous aussi, bien sûr, de notre côté, on s'est retrouvés un petit peu sidérés dans la situation, sachant que je me tiendrai à la partie plutôt ergo-locaux, puisque les transcripteurs ont continué à faire leur travail à distance pour les jeunes qui suivaient, il n'y a pas de souci. Nous, en ergo-locaux, voilà, on est plutôt sur le terrain, plutôt en individuel, et là, il a bien fallu repenser, réimaginer, recréer des supports, des idées pour garder le lien avec les familles qui étaient quand même demandeuses. On était beaucoup en lien téléphonique avec les familles. Et du coup, on a eu l'idée de créer des séances en visio. Alors, soit que ergo, soit que locaux, soit ergo locaux, où on a essayé d'utiliser des supports qu'on aurait utilisés dans le réel, mais en l'adaptant à l'univers familial, puisque, bien sûr, il fallait rester à la maison. Donc, on a beaucoup impliqué les familles. On s'est retrouvé aussi parfois impliquer les frères et sœurs, ce qui était vraiment intéressant parce qu'on a eu notamment pour un jeune travailler la monnaie et le petit frère qui est bien voyant s'est mis à travailler comme son grand frère avec le doigt sur la tranche, etc. Donc, c'était intéressant cette émulation finalement entre frères et sœurs. Le fait aussi que le frère puisse apporter des choses à celui qui était voyant. On a vécu des séances intéressantes avec les familles, avec une grosse implication quand même des familles, ça c'est sûr, pour les enfants. On a plutôt fait des séances individuelles. Donc en locomotion, moi je me suis adaptée en faisant plutôt un petit peu des chasses au trésor dans l'appartement. On a beaucoup travaillé la verbalisation. On s'est dit que c'était le moment pour le faire autour de questions liées au code de la route, en réinterrogeant les jeunes sur les techniques, qu'ils puissent mettre des mots sur les techniques apprises déjà ensemble.
etc. On a pu mettre en place aussi des petits challenges locaux qu'on a destinés aux enfants entre 5 et 9 ans, 10 et 13 ans et 14-18 ans. C'était toutes les semaines un envoi par mail de petites choses à faire autour de l'habitation. Pareil, chasse au trésor, écoute de son, réponse à des questions. On en a individualisé aussi certains challenges pour une famille où il y a des jumeaux, pour une autre petite qui était hospitalisée. Voilà, on a essayé un petit peu d'utiliser toutes nos ressources. On n'a pas touché énormément de familles, si on veut bien, mais en tout cas, on a pu faire du lien avec certaines. Voilà, par exemple, en ergothérapie, il y a eu aussi, pour une jeune, un accompagnement à la navigation Internet sur EasyTime, la manipulation, la gestion de la boîte mail sur EasyTime, par exemple aussi, donc en lien avec la maman hein, qui était là, qui nous aidait, qui aidait bien sûr l'ergothérapeute, du soutien, des dépannages informatiques aussi en lien avec notre informaticien. Et puis aussi, finalement, quand même un petit peu de travail autour des prérequis gestuels, c'est-à-dire continuer quand même, ben voilà, si on avait commencé à apprendre à couper ou à se laver ou à s'habiller, avec le lien avec la maman ou le papa, ben continuer cet apprentissage-là en visio, en aménageant bien sûr, hein, avec la limite que ça pose, qui est qu'à distance, c'est pas tout à fait pareil, mais l'avantage, je trouve, c'est que les familles ont été mobilisées et se sont vraiment impliquées. Ça a permis de créer des liens forts, je trouve, différents par rapport aux séances qu'on peut faire finalement quand on va sur place. Donc, ça avait aussi un intérêt à ce niveau-là. Alors, bien, moi, pour les grands, moi, j'ai fait aussi des séances en visio, en autonomie. Pareil, toujours autour de la verbalisation, on ne pouvait pas tellement faire grand-chose, mais en tout cas, voilà, des jeunes qui se sont impliqués avec leurs outils. Voilà, on a réussi à faire. On n'a pas touché beaucoup de jeunes, mais on en a quand même, on s'est mobilisé pour certains, voilà, pour lesquels il y avait quand même... Comment s'est fait le choix d'un jeune ou d'un autre en fonction de leur propre demande, le fait qu'ils vous aient sollicité ou... Oui, alors c'est vrai que pour le jeune qu'on a suivi en ergo et locaux autour de sciences de visio, c'est un jeune pour lequel il y a des problématiques autres que déficience visuelle. On avait prévu d'aller sur place voir cette famille pour travailler ensemble et on s'est dit que c'était dommage de ne pas essayer de transformer ces rencontres sur place en quelque chose où on maintenait le lien, on continuait à le stimuler, à le motiver. Voilà. C'est un jeune qui décroche assez vite et pour lequel on a quand même réussi à faire 5 séances en visio durant ce confinement. Pour une autre, effectivement, ça a commencé par du dépannage, une jeune aveugle, le dépannage informatique qui a amené sur la gestion de la boîte mail, etc. D'accord. Finalement, c'est un petit peu les besoins identifiés par les familles qui ont guidé les familles ou la personne ou le jeune concerné qui ont guidé vos interventions? Oui, et puis c'était aussi le fait qu'on est... Nous, au CTRDV sur Villeurbanne, donc on travaille, alors c'est apprécié ou ça l'est pas, mais c'est comme ça, par fenêtre, c'est-à-dire qu'on prévoit de voir un jeune 6-8 fois en fonction d'un objectif précis. Et en l'occurrence, tous les suivis qu'on avait en route, oui. On s'est dit qu'il fallait quand même essayer de les continuer d'une manière ou d'une autre, différemment, mais voilà, les continuer. Et donc, on a privilégié ceux pour lesquels on était déjà en route d'un accompagnement pour essayer de leur proposer une continuité différente. Pour que la rupture soit la moins brutale possible. Oui, pour pas finir sur cette espèce de note qui nous a un petit peu sidérés quand même. Faut bien reconnaître, tous autant qu'on est, les jeunes aussi, les familles, voilà, pour rester dans l'accompagnement et dans le lien avec ce qui avait commencé à être entrepris. Une dernière question, qu'est-ce qui peut perdurer par rapport à l'expérience que vous avez faite? C'est vrai nous, on a des jeunes, des plus grands notamment, hein, puisqu'on intervient dans la région Rhône-Alpes, donc on a pas mal de kilomètres à faire régulièrement. On s'est dit que ce qui pouvait peut-être être maintenu pour certains, pour ceux qu'on ne voit par exemple que pour les vacances scolaires, parce qu'il n'y a que ce temps-là, à partir du moment où ils sont en seconde, première, terminale, ça devient compliqué de les voir plus, et bien de peut-être penser des petites séances courtes d'une demi-heure en visio où on peut quand même se remémorer des choses qu'on fait, de la locomotion, de l'ergothérapie. Prendre une demi-heure, ça fait pas beaucoup, et puis ça maintient quand même le lien aussi pour des jeunes qu'on verrait peu ou pour lesquels on ne pourrait pas intervenir pour cause météorologique, ce qui arrive. Hein. Voilà, on se dit que ça peut être un moyen de maintenir un lien, de ne pas le casser en tout cas, en aménageant le contenu, bien entendu. Hein. On ne peut pas faire la limite, c'est que bien sûr,
on ne va pas faire d'analyse de carrefour à la maison. Hein. On est bien d'accord qu'il y aura des limites sur ce qu'on peut faire. Ça, c'est clair. Mais n'empêche qu'on peut penser des choses pour maintenir le lien. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas supposé pouvoir faire dans nos pratiques ergo et locaux, en tout cas. Parce que la loco, c'est quand même vraiment tout le temps en action dehors. Hein. Ce n'est pas dans la maison. Voilà. D'accord. Donc, il y a des perspectives que vous envisagez ou que vous avez peut-être déjà mises en place suite à ce premier confinement et à ce deuxième, un peu différent, mais où les Alors, moi, je n'ai pas encore trop maintenu ça parce que voilà, on a pu reprendre quand même en présentiel à partir de juin. Là, l'activité, elle est maintenue avec les jeunes. Donc, voilà, mais si pour X raisons, je pense que ça pourrait être repris pour X raisons qui nous empêcheraient de travailler ensemble et en direct. Merci beaucoup pour cette présentation et on va laisser Pilar intervenir. Je l'ai vu prendre beaucoup de notes sur ce qui était dit. Donc, je sais que vous souhaitez intervenir au nom de la NPEA et pas forcément, vous êtes, représenter l'association, donc essayez d'avoir un point de vue ouvert sur la diversité des situations que peuvent rencontrer les parents. Je crois que c'était votre souhait. Voilà, donc oui, voilà. je vous laisse donner votre point de vue de représentante associative. Oui, voilà, je voulais parler au nom de l'NPEA, pas mon nom à moi. Du coup, c'est un peu plus compliqué parce qu'on ne parle pas d'un cas ou de juste quelques situations, mais une représentation assez large. Du coup, la période de confinement, ça a couvert des situations très différentes. J'ai rédigé une trame pour ne pas me perdre, pour ne pas prendre trop longtemps, donc je vais lire plus ou moins. De façon générale, voilà, les parents ont trouvé que les temps pour la mise en place du travail en distanciel étaient longs. Mais surtout, ce qui avait été compliqué, c'est les silences dans les temps, le moment de l'annonce, puis les moments où les choses ont commencé à bouger, où là, on ne savait pas grand-chose de ce qui allait se passer pendant ces temps de confinement. Après, pour ce qui concerne l'accompagnement spécialisé, certains parents disent avoir été très bien accompagnés par les professionnels et les enfants ont pu avoir une situation de travail bien rythmée et continue. Des rendez-vous tous les jours via les plateformes Zoom, WhatsApp, Skype, Meet. Voilà, on était organisés pour continuer à faire le travail de classe. Il y a eu aussi des parents qui disent avoir dû endosser toutes les casquettes, enseignants, transcripteurs, éducateurs, psychomotriciens, orthoptistes, orthophonistes, avégistes, etc., avec des appels des professionnels une fois par semaine pour prendre des nouvelles. Et d'autres disent s'être sentis un peu seuls par moment, avec des interventions des professionnels plus soutenus au départ, avec des cours de 1 heure par jour pour maintenir un travail de classe, et des moins en moins fréquents ensuite, notamment après la coupure des vacances d'avril. Pour ces parents, ils nous disent d'avoir dû prendre les relais avec les moyens de bord et beaucoup d'imagination. Donc, il y a eu beaucoup de créativité aussi. Il y a eu des billes, des bâtonnets, des bois pour les comptages, des Legos, des cubes, des jouets, des figurines, des bâtons de cire pour travailler la géométrie et pour les feuilles d'hyssène pour ceux qui en ont. La perquise pour ceux qui l'ont a été très, très bienvenue. Et la banque d'images des l'INSHA et des Ninja pour imprimer au noir et retracer ensuite avec une peinture en relief, par exemple, pour la géographie, les SVT. Ça a été aussi très utile. D'autres parents, et notamment lorsque le numérique n'est pas encore installé dans la vie de l'enfant, regrettent le manque de matériel disponible pendant le confinement, car au-delà de ne pas avoir la possibilité d'acheter en librairie des romans en braille, chose qui n'est pas nouvelle, les bibliothèques étaient aussi fermées, les CDI, certains étaient fermés, d'autres fonctionnaient avec difficulté, voilà, c'était la situation. Et donc, cette situation, elle a été très pénalisante pour beaucoup d'élèves qui ont subi un ralentissement important dans les apprentissages et la pratique de la lecture en braille, car ils savaient peu de choses à lire pendant des mois. Ce qui est quelque part inimaginable pour un parent d'enfant voyant, de ne pas avoir des choses à lire. En revanche, quelques parents disposant d'une imprimante en braille à la maison ont pu pallier, au moins partiellement, et avec des bricolages, bien sûr, un peu à ces problèmes. C'est qu'il est aussi une porte ouverte aux questions, et c'est des questions que je vais appeler là, c'est aux questions sur les besoins et l'importance du matériel adapté aussi à la maison. Dans tous les cas, des points en commun ont été soulignés pour toutes ces situations qui sont très, très différentes. D'une part, les rôles de médiateurs et d'intermédiaires qui a été assuré par les parents, entre les professionnels et les enfants, qui a permis aux parents de mieux se rendre compte du travail réalisé par les parents,
mais c'est aussi la façon de travailler des professionnels. Et ceci a permis aux parents de mieux comprendre et pouvoir aussi s'approprier davantage certaines techniques, certaines notions, comme l'apprentissage pour faire un lacet, par exemple, par vidéo, ou les travaux faits par l'orthophoniste, pour pouvoir les réinvestir sur d'autres moments. D'autre part, pour certains parents, ce confinement a été aussi l'occasion de constater qu'ils pouvaient prendre les relais, ça c'est très important, qu'ils étaient en mesure de de mettre en place des alternatives pour que les enfants puissent continuer aussi à travailler à la maison. Et pour d'autres parents, cette situation n'a amené rien de nouveau parce que ça s'est passé déjà comme ça. Il y avait déjà un travail qui s'est fait en collaboration, il y avait une continuité. Pour conclure, nous pensons qu'à cette année de confinement, nous avons montré plusieurs choses. Donc, je finirai par ça. La première est que les relais et la collaboration parents-professionnels étaient possibles, elle est nécessaire, et elle est absolument profitable pour tous, pour les enfants, les parents et les professionnels. La deuxième, que les parents ont pu trouver ou retrouver avec des efforts, mais aussi avec du plaisir, les rôles éducatifs essentiels à leur parentalité. La troisième est que la capacité des parents à être mobilisés montre aussi leur volonté, leur motivation d'être davantage associés au projet éducatif de leurs enfants. Et finalement, ce confinement a mis en évidence, je pense que ça a été dit plusieurs fois, les besoins d'outils et une diffusion plus large des outils nécessaires aux apprentissages afin que les parents puissent aussi les investir et les utiliser à tout moment, comme ça peut être les week-ends, les vacances scolaires, etc. Et non pas uniquement pendant des périodes de crise et de confinement, afin d'assurer une continuité dans l'éducation de leurs enfants. Donc voilà pour les bilans que nous pouvons apporter à cette table ronde pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre analyse de parents qui va dans le sens d'une meilleure collaboration, d'une meilleure connaissance du rôle de chacun et de la position de chacun dans ce vaste projet d'éducation et d'accompagnement des enfants. Je laisse la parole à Pascal, qui est notre modératrice. Oui, donc je disais que j'avais écouté tous ces témoignages avec beaucoup d'intérêt. Et en fait, on en retire à la fois des choses positive, puisque finalement, on apprend que même même pour les parents qui ont dû souvent se retrouver un petit peu démunis devant tout ça, le fait de reprendre la main, le fait de sentir qu'ils pouvaient prendre peut-être une part plus active de leur rôle éducatif, alors que peut-être habituellement, ils laissent faire les pros et puis soit ils n'osent pas, soit ils ne savent pas, soit ils n'ont pas toujours le temps, je ne sais pas, de prendre toute leur part dans l'éducation de leurs enfants. Je me suis vraiment fait cette réflexion-là en écoutant aussi l'expérience relatée par Olivier. Je me suis dit que des parents qui, par l'intermédiaire d'un podcast, se mettaient à faire de la cuisine avec leurs enfants, est-ce que pour certains, ça n'a pas été aussi une sorte de, je vais y mettre des guillemets, mais de découverte de peut-être certaines compétences que les enfants peuvent avoir et dont ils n'étaient peut-être pas tout à fait conscients. Vous en pensez quoi, Olivier ? Alors effectivement, oui, ça a permis peut-être à certains parents de se rendre compte que leurs enfants, finalement, ont des capacités qui n'étaient peut-être pas exploitées au domicile. Donc effectivement, ça a permis aux enfants surtout aussi de se mettre en valeur et de montrer sous la surveillance d'un adulte cependant, qu'ils étaient capables de suivre des consignes sur une recette, de faire des mélanges, de cuisiner. Et voilà, effectivement, pour certains, c'était une vraie nouveauté aussi. Parce que c'est vrai que dans le quotidien, il y en a beaucoup chez nous qui sont internes. Donc, le week-end, ils ont d'autres préoccupations souvent que de cuisiner en famille. Et là, effectivement, ils ont eu 8 à 9 semaines pour pouvoir expérimenter. Le rythme était si différent qu'effectivement, oui, ça a permis ce genre de choses. Et du coup, vous allez faire des podcasts, comment passer l'aspirateur, comment repasser les chemises de papa. Mais après, ça va être super, le problème, c'est qu'on est un peu limité par rapport à tout ça, parce qu'il n'y a rien qui remplace le fait d'être en séance avec un jeune, de faire avec, de décomposer certains gestes, parce que parfois, il y a des prérequis qui ne sont pas là tout de suite pour passer l'aspirateur, pour repasser, etc. Donc, chaque chose en son temps. Mais à l'avenir, peut-être, pourquoi pas. Après, il y a des questions à creuser sur d'autres aspects du quotidien, comme le ménage, comme tout ça, mais ça demande beaucoup de boulot.
pour décomposer chaque geste. Je crois que peut-être que la sagesse va être de tirer finalement même de cette crise et tous les dégâts qu'elle cause, peut-être tirer finalement des choses positives. Et je crois que même depuis hier, on a déjà eu ce genre de réflexion, de se dire que ça avait peut-être amélioré certaines choses. Est-ce que Stéphane pourrait nous dire un petit peu ce qu'il souhaiterait changer, enfin voir changer? Bon, on a bien compris qu'il n'y avait pas suffisamment de cours d'informatique pour les élèves, mais du coup, est-ce que le fait d'avoir été obligé de se mettre en urgence aux outils de visio, est-ce que ça peut changer peut-être certaines pratiques, en tout cas de l'enseignement, peut-être aborder ça plus tôt pour justement permettre éventuellement de l'assistance à distance de façon plus facile, je ne sais pas. Eh bien oui, justement, j'ai de l'espoir parce que je pense qu'il y a eu prise de conscience d'un certain nombre de choses et notamment la nécessité de travailler sur des outils uniques. La plupart des outils qui étaient proposés pour les voyants, style ma classe à la maison, etc., étaient inaccessibles. Il a donc fallu trouver des biais. Ça a été Skype, ça a été WhatsApp, ça a été aussi pour nous l'opportunité de donner enfin aux élèves une adresse mail unique INJA. Et ça, c'est très positif pour l'avenir. Ça veut dire qu'on va travailler sur des adresses mail pérennes où on va éviter, par exemple, les erreurs de saisie lors de l'envoi d'un mail et qui ne sera pas reçu. Moi, j'ai envoyé des fiches de cours durant cette session de confinement qui n'ont pas justement toujours été reçues à cause de ça. Donc déjà, il faudrait trouver un outil unique. Je ne sais pas si on peut le dire tout de suite et si c'est le moment de le faire, mais en tout cas, il y a des tests qui mériteraient d'être faits, notamment sur Google Classroom. C'est quelque chose que j'ai eu l'occasion d'approcher et qui me paraît très prometteur et qui peut-être, si le confinement devait se reproduire, ça vaudrait la peine d'investiguer dedans. En tout cas, oui, je pense pour ma part que ça a été l'occasion d'une prise de conscience de la nécessité de monter plus rapidement en compétences. Et d'ailleurs, à l'INJA, pour prendre exemple, cette année, nous sommes en train actuellement de former les élèves, toutes classes confondues, en express à la gestion de leur courrier électronique, de manière à leur permettre, le cas échéant, de pouvoir, mieux communiquer avec leurs professeurs, leurs AVGistes, leurs éducateurs et tout le monde, réception des pièces jointes, parfaitement, comme dit Julien. Le problème, c'est qu'ils ne gèrent absolument pas. Pour la plupart, ils gèrent ça depuis leur smartphone, mais transférer une pièce jointe, la travailler et la réenvoyer, ça a été réellement un problème. Donc tout ça, me semble-t-il, malgré les difficultés qu'on a rencontrées, mais il y a un vent positif qui peut souffler. C'est une bonne nouvelle. Oui, plutôt, mais il faut mettre les choses en place. Il faut mettre des tests en place maintenant. Il faut un petit peu, par retour d'expérience, choisir quelque chose de pérenne qui permettrait à tout le monde de travailler dans les mêmes conditions, en fait. Mais je crois que cette difficulté, elle a été rencontrée même par les parents et même professeurs voyants, hein. C'est-à-dire que j'ai quelques échos autour de moi, entre autres parmi mes petits-enfants justement, où ça n'a pas été que simple parmi tous les professeurs. Et du coup, c'est vrai que je pense que ça met encore plus en évidence le problème de l'accompagnement à la maison. J'imagine que pour vous, vous l'avez encore plus ressenti parce qu'effectivement, un outil qui va être intuitif pour un enfant ou un adolescent voyant, à la maison, si on se retrouve tout seul devant l'ordinateur et qu'il n'y a pas des personnes autour, que ce soit un grand frère, un papa, une maman, qui peut aider et qui a une petite idée quand même de ce que c'est qu'un lecteur d'écran, c'est un peu double peine, quoi, hein. C'est exactement ça, en fait. De surcroît, il y a des gens, comme je disais, qui travaillent avec JAWS, d'autres avec NVDA, d'où la complication, encore une fois, de travailler en groupe. Donc, ça peut ne se faire qu'en individuel. Moi, il m'est arrivé, par exemple, de prendre des PC à distance en main. Ouf, les lecteurs d'écran le permettent. Aujourd'hui, il y a TeamViewer aussi qui va le permettre. Donc, il m'est arrivé d'aider des élèves à configurer leur PC avant de pouvoir travailler. Ensuite, il y a eu WhatsApp, mais WhatsApp, il y a des limitations dans les groupes. Voilà, donc tout ça sont autant de difficultés qu'on doit contourner. Et tout le monde, effectivement, n'est pas compétent dans le domaine. Je crois qu'il s'agisse de voyants ou de non-voyants, il ne faut pas banaliser la technologie. Et c'est ce qu'on a tendance chez les voyants à faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, on a perdu je ne sais plus combien de pourcentage d'élèves durant le confinement. Je n'ai plus les chiffres en tête. Mais on prend des photos, on fait un PDF pour être un peu technique, mais dès qu'il s'agit d'enregistrer un fichier dans un format différent, c'est beaucoup plus compliqué parce que finalement, ça n'est pas si simple. Il faut connaître les choses. Ben voilà, je crois que j'ai épuisé mon stock de questions et de réflexions. Donc, je ne sais pas si quelqu'un souhaite
compléter. Il y a une question très précise dans la boîte à questions. Travaillez-vous en locomotion sur l'écolocalisation et des exercices de traversée au carrefour via des enregistrements MP3? L'écolocalisation, moi, je ne suis pas une pratiquante émérite. J'ai une collègue qui travaille cette notion-là. Par contre, pendant le confinement, bon, je pense que c'est quand même quelque chose qui se fait vraiment en présentiel. C'est vrai que nous, on n'utilise pas d'enregistrement. Pas au CTRDV en tout cas. Sans doute, cela se fait-il. Hein, c'est bien possible. Par contre, l'écolocalisation, oui, elle est utilisée par une de mes collègues notamment qui s'y connaît plus que moi en tout cas. Voilà. Mais on ne fait pas d'enregistrement, non. C'est vrai qu'il y a sûrement encore plein de choses à développer. Dans le contexte qui était le vôtre, de toute façon, le déplacement extérieur était quand même extrêmement limité. Oui, on n'en a pas fait. Hein. On a vraiment fait essayer de trouver un petit peu des chasses au trésor dans l'appartement, aller chercher des objets particuliers dans chaque pièce de l'appartement pour bien savoir localiser si l'enfant spatialisait bien tout ce dont il avait besoin de façon autonome, quoi. Mais ça s'est quand même limité. Alors avec certains, avec les jumeaux, on a quand même fait un petit travail, parce qu'ils sont en précane, c'est des petits, devant leur maison. On avait proposé des tas de petits exercices de jeu avec leur maman ou leur papa autour de leur maison et tout près de leur quartier. C'est vrai que ça a des limites. Hein. Ce qu'on a pu leur proposer, c'était plutôt de la verbalisation, de la réflexion, de la mémorisation, mais après, oui, non, ça ne remplacera jamais le présentiel, hein, ça c'est clair. Ce qu'on apprend, nous, là, ce qu'on a constaté tout récemment dans une formation qu'on suit sur la formation à distance, hein, c'est que une des grosses limites de l'enseignement à distance, c'est tout ce qui est relatif au kinesthésique. Donc, Monsieur Berthier évoquait les découvertes tactiles, le fait de se déplacer, etc. Ça fait partie des actes de mise en mouvement, donc qui sont difficilement transférables dans une visio ou dans un enseignement à distance. Donc, la limite, on la touche de très près. Après, effectivement, ce que vous avez évoqué, c'est que le lien qui a pu être maintenu était indispensable et que ça a révélé, c'est ce que disaient Pascal et Stéphane tout de suite, c'est les besoins de bonne maîtrise d'outils qui soient partagés et expérimentés pour la qualité qu'ils peuvent apporter au public qui nous concerne. Donc voilà, on sent bien qu'il faut qu'on aille plus loin dans la maîtrise des outils et dans le choix des outils si on souhaite continuer à travailler sur de l'enseignement en partie à distance, puisque tout ne pourra pas se faire à distance. Il me reste, sauf si vous avez quelque chose à ajouter, les uns ou les autres, il n'y a plus de questions, donc il me reste à vous remercier vraiment chaleureusement pour votre intervention, pour vos interventions.